ça. Elle viendra quand elle viendra. Elle va pas tarder, parce que j'ai avant 10h30, on lâche les fous jusqu'à 11h. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle table ronde dans le cadre de Doc en Stock, invité par la Sofcote. Le sujet aujourd'hui qui nous fait nous retrouver ce matin, c'est les relations avec l'industrie, là où il faut aller, là où il ne faut pas aller, quelles que sont les limites réglementaires. Je suis accompagné aujourd'hui pour cela de Laurence Contarassus, General Manager chez Healthcare, de professeur Boigard, président de la Sofcote et chef de service au CHU de Clermont-Ferrand, et puis de docteur Stéphane Locret, qui est directeur de la recherche et l'enseignement du groupe Ramsay. Merci de nous avoir retrouvés. Le sujet qui nous réunit est un sujet qui est au cœur de l'activité clinique des médecins et des orthopédistes chaque jour, particulièrement dans la période de la formation initialement, et puis aussi dans la période de leur vie clinique, s'ils restent notamment au CHU ou dans un établissement ou des établissements qui font de la recherche clinique. De votre côté, Stéphane Boigard, vous, ça fait partie de votre quotidien en tant que PUPH au CHU de Clermont. La recherche clinique, ça veut dire forcément une relation avec la direction de la recherche clinique dans un établissement, et ça veut dire aussi la relation avec des fournisseurs ou des nouveaux dispositifs de différentes compagnies. Au quotidien, est-ce que ça veut dire que vous avez dans votre bureau les fournisseurs qui viennent pour vous proposer des projets, ou c'est vous qui allez les chercher? Comment est-ce que vous êtes attentif à l'innovation technologique pour l'amener dans votre service? Je crois que c'est relativement simple. En fait, c'est toute la question de la loi anti-cadeau que vous êtes en train de poser. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un cadeau? Un cadeau, c'est quelque chose qu'on donne contre rien. Voilà. Et je crois que nous, les médecins, on n'a rien à recevoir contre rien. Alors après, effectivement, comment va s'établir la relation? Je crois que la relation, elle s'établit sur un projet, sur un contrat. Projet, on peut solliciter l'industriel, qui va ensuite financer ce projet, ou on peut être sollicité par l'industriel qui va financer ce projet. Après, comment ça se passe? C'est relativement simple. On a des contrats. Nous, on est employés. C'est-à-dire quand vous êtes PUPH ou quand vous êtes hospitalier, vous êtes employé. Et donc, il y aura un contrat entre l'industriel, votre établissement, voire votre faculté. Et tout ceci va être réglé au travers de contrats qui sont parfaitement clairs et établis. Il est vrai qu'il y a toujours quelque chose d'un petit peu sulfureux, parce qu'on a toujours l'impression et toujours cette suspicion que les laboratoires vont finalement acheter de la prescription. Voilà. Donc je crois que notre rôle est très simple. Quand on a une relation avec un laboratoire, avec une compagnie, elle doit être claire, elle doit être visible, et ça doit s'appuyer sur des contrats. Nous avons des contrats de recherche, nous sommes rémunérés indirectement par nos établissements, on peut même avoir des contrats de consultants. Si nous voulons avoir des contrats de consultants, c'est tout à fait possible. Il faut simplement avoir l'accord de nos employeurs, ce qui n'est pas le cas pour quelqu'un qui est en libéral. Oui. Ça, c'est un point intéressant. Ça veut dire qu'un chef de clinique, pour être très concret, un docteur junior, un interne peut avoir ce type de contrat, ou c'est seulement un titulaire, un PH, un PHU, un MCU? On peut tous avoir un contrat, sans aucun problème de consultant, puisque de toutes les manières, mais avec l'autorisation de notre employeur. Quand vous êtes interne, c'est essentiellement l'hôpital. Quand vous êtes HU, c'est l'hôpital. Et vous devez avoir l'accord des deux. Ok, voilà. C'est ce fameux cumul d'activités que l'on a à faire signer de façon tripartite quand on est universitaire, ou bipartite quand on est non universitaire. Exactement, en sachant que la majorité des études cliniques sont faites au sein des établissements et sont rémunérées directement à l'établissement. L'essentiel des études cliniques de recherche clinique passe par notre DRCI, puis il y a un contrat entre la compagnie et l'hôpital. Et en fait, c'est l'hôpital qui est rémunéré. Et toute la problématique, c'est que fait-on de cet argent? Oui. Alors, quand je dis rémunéré, je me pose la question, pour que ce soit bien lisible et compréhensible, c'est donc l'institution qui est rémunérée, et il n'y a pas forcément de retour individuel ou d'intéressement personnel au type du médecin que l'on est ou de l'orthopédiste que l'on est à ce moment-là. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas de rémunération, mais il y a une perte totale parfois du budget. C'est-à-dire que vous avez, avec la compagnie, une rémunération pour faire une étude, et au moment où vous avez besoin d'argent pour avoir un arc,
on peut vous expliquer que cet argent a déjà été distribué ailleurs. C'est en train de se structurer, parce que à l'heure actuelle, beaucoup de PUPH sont très remontés contre cette situation, puisque nous ne pouvons pas utiliser l'argent que nous faisons rentrer au travers des contrats, mais également au travers des SIGAPS, parce que ces contrats de recherche clinique nous permettent de faire des publications qui sont rémunérées par des mairies et qui rapportent beaucoup d'argent aux hôpitaux. Sur des CHU, c'est plusieurs millions d'euros par an. Et donc ceci est de plus en plus étiqueté vers les services qui sont producteurs effectivement de contrats avec l'industrie et de SIGAPS, mais c'est quelque chose qui dans certains CHU, et je suis à certains collègues autour de nous, on peut dire quand même que c'est ce qu'on appelle la fongibilité, c'est un grand nom administratif qui fait qu'on part dans un lac et on ne retrouve jamais l'argent qu'on a généré. Ah, c'est un point intéressant parce qu'on peut imaginer que ça génère des frustrations, on le sent un peu dans le vécu. Je crois savoir, docteur Lecret, qu'il y a peut-être d'autres manières de faire, en tout cas dans le groupe Ramsay, si on voulait considérer d'autres manières d'organiser la traçabilité de l'origine budgétaire qui est apportée pour aider à la recherche. Comment est-ce que ça fonctionne chez Ramsay ? Alors déjà, chez nous, la particularité, c'est que 95% des praticiens sont libéraux. Donc il n'y a pas de lien de subordination avec les établissements. Donc à partir du moment où il y a un contrat avec un industriel, et je rappelle que l'hospitalisation est assujettie au contrat unique comme les hôpitaux publics depuis 2016, l'hospitalisation privée, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on a le même type de contrat avec les honoraires du médecin qui apparaissent sur le contrat, qui passent par établissement, mais qui sont remis aux praticiens derrière, puisqu'il n'y a pas de salariat, donc on est obligé de renvoyer l'argent de rémunération pour un essai clinique aux praticiens. Ça veut bien dire, pour que ce soit bien compris, que des honoraires complémentaires au regard du travail qui est effectué d'investigateurs, c'est ça le mot, à ce moment-là, sont perçus par l'investigateur en question, in situ personnel, lui-même. Lui-même directement, c'est ce qu'on appelle les contreparties. Elles sont précisées et déclarées dans la convention unique telle qu'elle doit être. Donc à partir de ce moment-là, l'établissement est rémunéré pour la partie, on va dire, logistique, temps ARC et autres. Et clairement, on s'engage à mettre le temps attaché de recherche clinique indiqué dans le contrat, ou tout au moins nécessaire au contrat. Parce qu'après, le nombre d'heures mis peut varier en fonction de la rapidité de la personne. Donc en fin de compte, il y a les parties pharmacie, administratif, etc., qui vont à l'établissement, mais la partie médicale est rémunérée aux praticiens directement. Oui, si on voulait faire un éclairci pour qu'il n'y ait pas de confusion, normalement, je dirais, entre ce dispositif-là et un dispositif public universitaire, ou d'ailleurs pas forcément universitaire, mais n'importe quel système public, il y a la même grille de calcul de coût initial pour toutes les ressources qui sont utilisées, et normalement, il devrait y avoir un élément qui retombe dans une UF, dans un établissement public, pour aider à la recherche, aider un service. Et c'est là-dessus où vous dites qu'il y a parfois une disparition miraculeuse qui arrive, ou en tout cas une lisibilité un peu floue de la traçabilité de ces crédits, qui est d'ailleurs dommage, on peut le comprendre, parce que du coup ça ne permet pas de capitaliser pour construire sa propre équipe peut-être, avoir plus d'attachés de recherche clinique ou de personnel, plus de matériel, et puis construire après. C'est cela que vous dites. Alors c'est un peu quelque chose, un point extrêmement sensible, et à l'heure actuelle les hôpitaux, essentiellement les hôpitaux universitaires, ils sont un petit peu sensibles. Pourquoi ? Parce que la majorité des gens qui restent dans le système universitaire veulent pouvoir faire de la recherche clinique essentiellement. Et donc si on ne donne pas les moyens à ces gens de faire cette recherche, ils partent. Nous sommes la spécialité médicale, les chirurgiens orthopédistes, où il y a le plus de professeurs d'université qui démissionnent. Et ils démissionnent toujours pour les mêmes raisons. Il n'y a pas de problème avec l'université, il n'y a pas forcément beaucoup de problèmes dans le service, mais il y a toujours le problème de l'accessibilité à l'intervention et à la recherche clinique. Voilà, le plateau technique pour opérer et les capacités de recherche clinique. Donc les hôpitaux, ils sont de plus en plus sensibles, et par exemple, on a fait un putsch dans mon établissement où on a changé la DRCI de manière à ce qu'il y ait une visibilité des entrées et des moyens mis à disposition. Donc c'est quelque chose qui est en train de se structurer, mais qui met du temps, parce que quand un budget comme Clermont-Ferrand, c'est 800 millions d'euros, quand vous avez 4 à 5 millions de mairies issues des SIGAPS, il est bien évident que parfois vous préférez embaucher les infirmières, ce qui est logique. Mais ce qui pose aussi le problème, il faut qu'on maintienne une recherche clinique, parce que sinon c'est les établissements privés qui vont la faire, et tous les gens qui sont intéressés par ça finiront par trouver dans les établissements privés
de meilleurs moyens pour assurer la recherche. Oui, on comprend ça. Laurence, vous, de votre côté, vous représentez alors à la fois évidemment un grand constructeur, General GE, mais vous représentez aussi par le SNITEM, le syndicat des industriels de dispositifs médicaux, je ne me trompe pas. Parfait. Du coup, cette complexité-là, de votre vision, vous l'appréhendez? C'est quelque chose avec lequel vous devez traiter, pas traiter? Vous vous dites ça, c'est l'affaire des établissements, que ce soit des établissements publics, des établissements privés, c'est pas mon affaire. Comment est-ce que vous gérez ça? Alors, c'est bien évidemment notre affaire, mais c'est notre affaire à tous. Et c'est pour ça que je pense que cette table ronde, j'allais dire, elle est intéressante. Je voudrais reprendre un point où vous disiez, c'est parfois vu comme sulfureux. Je pense qu'il faut repartir d'un point de début qui est que l'innovation, elle est absolument nécessaire, comme vous le disiez, pour, j'allais dire, vos forces vives, pour l'ensemble des médecins. Elle est nécessaire pour les patients. Et pour ça, on a besoin des docteurs et on a besoin des industriels. Il n'y a pas d'innovation, qu'elle soit d'ailleurs technologique ou qu'elle soit organisationnelle, sans les médecins et sans les industriels. Ça, c'est, je pense, pour l'ensemble des médecins qui nous écoutent, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Donc pour moi, c'est pas sulfureux, mais en plus, il faut que ce soit basé sur la confiance. Parce que tout ce dont on est en train de discuter n'était pas vrai il y a 10 ans, et ce sera certainement pas vrai dans 2 ans. Donc en fait, il faut vraiment se dire, est-ce que ce qu'on est en train de faire là, en fait, déjà, est-ce que la raison, elle est bonne ? Et en tant qu'industriel, il faut savoir que, par exemple, tout ce qui est recherche clinique, dans toutes les sociétés, c'est complètement cloisonné. Alors là, il n'y a pas de fongibilité, par exemple, avec tout l'aspect commercial. La plupart du temps, on va réfléchir à pourquoi on va travailler sur cette innovation. Est-ce que ça fait partie d'un plan stratégique, soit pour le pays, soit pour la société? Et d'ailleurs, en général, les centres qui sont choisis dans toute, j'allais dire, société où on peut avoir confiance, j'allais dire, de renom. Et le renom n'a rien à voir avec la taille. C'est comment est-ce qu'on travaille et est-ce qu'on est un acteur de santé. Les centres vont être en général choisis par des équipes qui sont complètement indépendantes de la partie commerciale. Et je pense que c'est le point de départ pour qu'il n'y ait, j'allais dire, aucun souci après, parce que on a parlé de contractualisation, mais l'étude clinique, elle est longue en général, ça dure longtemps, et c'est pas parce qu'on peut avoir un bon contrat au début qu'on va pas avoir de soucis à la fin. Et moi, j'engage d'ailleurs à discuter dès le début, par exemple, de cette fongibilité des enveloppes. Et je me souviens très bien dans différents projets que mes équipes ont pu mener, où il y avait déjà cette question. Est-ce qu'on est certain que, par exemple, dans le public, eh bien, cet argent ira bien jusqu'au service pour pouvoir justement promouvoir ce qui est fait dans le service. Mais est-ce que vous avez, vous, en tant qu'apporteur de solutions et d'innovation, le moyen ou la position légitime pour dire à une direction générale d'établissement, privé ou public, écoutez, moi je veux vous apporter cette innovation, mais que si je suis sûr que Stéphane, dans son service, va pouvoir bénéficier de ce financement pour ses arcs? Alors, ça va être un peu plus compliqué que ça, parce que alors, très souvent, comme je l'ai dit, hein, les lois, elles évoluent, et il y a l'interprétation de la loi. Ça, c'est un grand sujet. Français. Je ne sais pas si c'est uniquement français, mais en tout cas, c'est le cas. Et donc, pour être tout à fait honnête, j'ai vu même des contrats où on n'était pas d'accord, en fait, sur la façon de contractualiser entre un établissement et nous-mêmes. Où on peut avoir 2 services cliniques qui ne vont pas être non plus d'accord sur comment on le met en œuvre. C'est une réalité. Donc, quelque part, tout ce travail qu'on va faire sur le clinique, c'est toujours une discussion. Alors, le contrat, en général, il est standard, mais après, la façon, en fait, dont on va l'interpréter, on peut avoir des désaccords, et on a surtout besoin d'échanger. Et je pense que si on sait jusqu'où on va, jusqu'où le budget va, ça donne de la transparence. Confiance et transparence, je pense que sur ces 2 sujets, ces 2 mots indispensables. Donc vous avez à cœur de choisir des équipes sur lesquelles l'implantation et l'évaluation de cette nouvelle technologie va être efficiente parce qu'il y a une équipe. Et de son côté, professeur Boisgard, lui, il a intérêt à avoir constitué une équipe efficiente pour que le test, l'évaluation se passe bien au début, mais surtout dans la durée, parce que vous l'avez dit, une étude, c'est quand même souvent 1 ou 2 ou 3 ans, rarement moins, et que du coup, il faut que ce soit solide dans la durée. C'est un gros investissement, il faut que ce soit solide financièrement, il faut que ce soit solide cliniquement, et que ça réponde aux objectifs atteints. Si on est dans
dans des produits qui vont être remboursés, en fait, par exemple, si ça ne parvient pas à nous aider à mettre sur le marché via remboursement, par exemple, il n'y a pas de raison de faire cette étude. Donc il faut absolument qu'on soit certain qu'on va atteindre cet objectif. Oui, parce que vous avez dit, les équipes commerciales sont distinctes des équipes recherche et mise en place de recherche clinique, mais néanmoins le dispositif qu'on va utiliser, si vous faites une étude, c'est en général pour prouver de son intérêt, de son bénéfice clinique, dans l'idée de l'introduire quand même sur le marché à un moment donné par vos équipes commerciales. On est en train de parler de mettre une innovation sur un marché ou des marchés. Oui, Stéphane ? C'est pour ça que je pense qu'il y a une immense hypocrisie dans tout ça, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à parler d'argent. Quand on nous explique qu'un industriel, il ne faut surtout pas qu'il parle au commercial, on est dans le délire total. Comment peut-on mettre sur le marché un produit qui ne sera pas vendu ? Voilà. Est-il normal qu'un chirurgien hospitalier, quand il fait de la recherche, n'ait pas de rémunération complémentaire ? On a un vrai problème avec l'argent en France. La seule chose, c'est qu'il faut que les choses soient claires. Quel est le problème que des gens touchent de l'argent à partir du moment où c'est légal et où ils le déclarent ? Quel est le problème qu'un service commercial dise « Écoute, moi je suis sur le terrain, j'ai l'impression qu'on recherche tel type de choses » et qu'effectivement, les personnes qui s'occupent de la recherche aillent voir le bon chirurgien qui va permettre de mettre le produit. Donc je pense ça, c'est pas un problème, par contre. Non, si, c'est pas un problème. Mais on est bien d'accord que l'hypocrisie permanente de dire on se parle pas, et de ne jamais parler d'argent et de toujours dire l'argent, c'est les autres qui s'en occupent, on a un vrai problème de fond. On a un vrai problème de fond. C'est un petit peu hypocrite et on est tous comme ça. Je suis désolé, je pense que vous avez besoin de vendre des produits, un industriel doit vendre des produits, il doit avoir de la recherche, on doit travailler ensemble, sans vous on ne peut rien faire, sans vous vous ne pouvez rien faire. Voilà. Après il faut clarifier, et il n'est pas normal dans notre système qu'un libéral ou qu'un salarié ne soit pas traité de la même façon. On a quand même l'impression, complètement d'accord, on a quand même l'impression que justement il y a une piste de solution qui est, en tout cas il y a des facilités qui existent dans l'univers du privé, qui n'existent pas dans l'univers du public, qui sont du coup mises à partie. Je ne sais pas si on peut dire, Stéphane Lecret, que vous représentez l'ensemble de la manière dont c'est géré dans le privé. Je ne suis pas sûr. Je pense que chaque groupe a sa philosophie. Mais néanmoins, ce que vous avez mis en place est quelque chose qui est permis par le cadre légal, tout simplement, propre au privé, dont nous ne pouvons pas avoir de disposition dans le public. Ça, c'est une certitude. Alors, il y a ce qu'on a mis en place au niveau du groupe, et il est vrai qu'on est assez similaire. On a été le premier groupe à mettre en place une direction recherche sur la base d'un GCS, et les autres ont copié, bien sûr, cette mise en place, puisque ça nous a permis d'accéder au fameux point SICAPS et au point mairie. Oui, et je pense d'ailleurs que le CHU de Clermont-Ferrand est bien au-dessus de 4 millions au niveau du revenu annuel, si vous avez les chiffres. Je suis auvergnat. Donc nous on n'a pas de problème avec l'argent, mais on ne dit pas tout. Mais bon, en fait c'est officiel, il suffit d'aller sur le site de la DGOS et on a tous les chiffres pour tous les établissements. Alors il y a deux choses, il y a ce qu'on a mis en place, qui est le pilotage de la recherche au sein du groupe en tant que promoteur, organisateur, qui est financé pas du tout par le groupe et uniquement par les financements mairie. Et on est autonome vis-à-vis du groupe, cet argent est complètement consacré à la recherche. Et puis il y a ce qu'on parle là aujourd'hui, les études industrielles et commerciales. Alors ça existait avant, dans Libéral, avant même qu'on ait une direction recherche et enseignement. C'est-à-dire que les praticiens étaient en relation avec les industriels, et il faut reconnaître que les établissements et directeurs d'établissements ne comprenaient pas forcément bien ce qui se passait. La direction recherche du groupe est là pour les aider. C'est-à-dire que nous, on vérifie les faisabilités avec les médecins et les établissements pour leur permettre de dire oui, tout est en règle, la réglementation est bien dans les clous, vous pouvez signer la convention. Et ça nous permet d'accélérer les signatures de convention, qui est l'objectif de la convention unique. La mise en place de la convention unique a permis, normalement, ou aurait dû permettre de structurer, parce qu'en effet, elle n'est pas forcément suivie, que ce soit de la part de certains établissements, mais aussi de la part des industriels, avec des fois des directions recherche qui sont à l'étranger, qui ne comprennent pas la législation française. Et en fait, on s'aperçoit que la convention unique, elle n'est pas utilisée à 100%. Pourtant, elle était là pour être structurante, avec des tarifs clairs, uniques et précisés. Alors, chez nous, si c'est un praticien salarié, il y en a très peu. Il n'y aura pas de rémunération directe du praticien salarié. Après, il y a une discussion éventuelle avec l'établissement. Ça veut dire qu'on se retrouve dans la même situation que le système public, en fait. Oui. C'est le fait que le praticien soit en exercice libéral qui autorise cette situation d'intéressement. Tout à fait. Parce que de toute façon, on ne peut pas, s'il est libéral, toucher sa rémunération. C'est pas du tout logique. Donc, la rémunération et la part médicale va directement au médecin.
Et beaucoup de médecins chez nous ont des associations d'ailleurs de recherche où ils mettent cette somme et ils le réinvestissent d'ailleurs dans leur projet de développement de publication. C'est l'équivalent d'un Pour, UF. pour les salariés, il y a une chose très simple, dans toutes les compagnies, je pense qu'il y a des gens qui ont des primes. Oui. Voilà, donc quand on parle de rémunération, là aussi on est dans la totale hypocrisie. Il n'est pas question effectivement d'activité, mais pourquoi est-ce qu'un chirurgien qui a des objectifs de recherche, qui les atteint, ne pourrait pas avoir, comme n'importe quel cadre de n'importe quelle entreprise, une prime? Voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment une vraie réflexion à avoir là-dessus, et si on veut que tous les gens qui s'intéressent à la recherche aillent dans vos structures parce que vous allez mettre et les moyens et une rémunération plus ou moins adaptée, eh bien, il faut qu'on continue comme ça. Voilà. Et j'attire vraiment les pouvoirs publics sur cette problématique. Il faut qu'on trouve des moyens simples. Rien ne nous empêche d'avoir une prime en tant que praticien hospitalier. Et rien ne vous empêche, en tant que vous êtes salarié, vous avez sûrement des primes. On a des primes d'objectifs. Voilà, je ne vous demande pas de montant, mais vous avez des primes d'objectifs. Non, je suis Pourquoi? pas Mais important. pourquoi? Voilà, non. Mais nous, voilà. Donc simplement, la vraie question est là. Je vais devoir vous quitter. Oui, bien sûr. Voilà, pas de je vous problème. remercie beaucoup d'être présent à la Softcote, et puis merci beaucoup pour ça, parce que c'est très important pour tous nos collègues. Avec plaisir, on va pouvoir continuer. Bonne fin de table ronde. Bonne fin de journée. On va pouvoir continuer ensemble. On comprend du coup que c'est tout un enjeu pour un industriel, cette mise en place, que du coup il y a peut-être des sites à choisir plutôt publics ou plutôt privés. C'est pas une ambivalence. On se dit pas je vais plus le mettre dans le privé, je vais plus le mettre dans le public. Non, encore une fois, je pense que pour tout industriel, je veux dire, qui fait de la clinique comme on doit la faire, on ne va pas penser en fait en termes de privé ou en termes de public, on va penser où est-ce qu'il faut mieux faire cette étude clinique. Et comme vous l'avez dit au début, il y a les études cliniques en fait qui vont partir de chez nous suite à une idée de produit ou à un produit qui pourra avoir un impact sur l'organisation, ou à l'inverse, un centre, qu'il soit public ou qu'il soit privé, qui vient vers nous et qui nous dit est-ce que ça, on pourrait le développer avec vous. Voilà. Et après, on va vraiment regarder la capacité en fait des centres à pouvoir faire cette étude clinique. Alors justement, ce point il est intéressant. C'est majoritairement, c'est vous le point de départ qui venez sensibiliser alors une DRCI ou l'équivalent d'une DRCI ou l'investigateur, ou c'est des investigateurs qui ont une idée et qui font remonter, et si oui, comment? Parce que bon, c'est pas si simple de contacter GE, il y a beaucoup de gens à GE pour dire... Alors, je vais prendre ma casquette SNITEM là voilà, pour le coup. Voilà, en tout cas cet industriel, c'est pas forcément facile d'avoir un point d'entrée, on a parfois des commerciaux sur le terrain mais qui sont pas forcément eux dans la logique de l'innovation, c'est un autre prisme. Donc quel est en fait, comment ça se passe la plupart du temps? C'est descendant vers vous, vous faites les propositions, ou c'est ascendant? Alors, je pense que je vais essayer de le segmenter comme ça. Il y a les très grosses études cliniques que les industriels vont faire avec un impact mondial, où là, il y a des équipes qui sont reconnues, et en général, nos équipes cliniques globales nous disent, nous, on aimerait bien pouvoir travailler avec cette équipe. Voilà. Ensuite, même si on reste sur cet axe-là, il y a une réalité qui est certains centres qui peuvent être plus ou moins blacklistés parce que très compliqués à travailler. Je pense que ça, c'est une réalité, et on ne va pas dire que tous les CHU de France sont équivalents sur la simplicité à travailler. Je crois qu'il nous a parlé du push qu'il avait fait sur sa DRCI. Je pense qu'on peut, nous, assez bien le comprendre. Ce qui est quand même assez fou. Parce que c'est oui, parce qu'on a en effet normalement quelque chose qui est similaire pour tout le monde, et c'est voilà. Après on a le contexte français aussi qui va des fois mettre des barrières qu'on ne peut ne pas avoir aussi dans d'autres pays. Donc tout ça c'est vraiment une balance. Après on peut aussi avoir des spécificités par pays. Je prends un exemple, un parcours de soins dans un pays, on se dit, nous, on aurait intérêt, par exemple, sur le marché français, à faire. Donc là, on va plutôt regarder au niveau France, et ça va plutôt être les équipes en fait françaises qui vont travailler le sujet. Et puis, il y a ce qu'on va venir nous demander, et là, c'est clair que si on est une équipe qui a une expertise internationale, ils vont connaître tous les engrenages de nos différentes sociétés. Et si c'est une équipe plus jeune, il y a un peu plus de travail. Je voudrais quand même revenir sur le point. On a le droit de se parler, c'est-à-dire que très souvent, quand même, il va y avoir une discussion entre un médecin et son commercial. Si on reprend mon dernier exemple. Tiens, j'ai cette idée-là, t'en penses quoi ? On a le droit de faire ça. Par contre, ça va évidemment pas être notre commercial qui va dire oui,
on va pouvoir le faire, mais qui va aller vers l'équipe en fait clinique de la société, et encore moins quand on va parler de contrat, le commercial qui va le faire. Donc oui, on a le droit de se parler, mais je veux dire, à chacun son rôle et sa responsabilité. Même moi, par rapport à mon poste, j'ai une assez bonne idée de ce qu'on peut faire ou pas faire, mais j'ai toujours besoin d'un légal, j'ai toujours besoin de quelqu'un qui fait du clinique, et j'ai toujours besoin d'être certain que ce qu'on va faire aujourd'hui correspond à ce dont on a le droit de le faire, qu'on va bien faire la bonne déclaration, et pas ce qu'on faisait il y a 5 ans, par exemple. Donc pour être tout à fait concret, vous avez une nouvelle innovation, un nouveau produit. Vous vous dites, tiens, je vais contacter Stéphane Lecret pour qu'il m'aide ou qu'il réfléchisse avec moi à cette implantation au sein de l'univers de Ramsay, ou vous allez dans l'une des cliniques de chez Ramsay pour voir par les praticiens avec lesquels vos équipes collaborent tous les jours pour dire est-ce que tu serais intéressé par cette étude clinique? Alors, sans trahir de secret, par exemple, je pense que l'organisation de Ramsay a quand même une organisation centralisée, donc il faut s'assurer que justement on ne travaille pas avec les cliniques de façon indépendante, mais qu'on travaille toujours avec l'organisation centrale. Après, le médecin est important. Encore une fois, je pense qu'il faut se dire que sans le docteur, on ne peut pas avancer, mais on ne peut pas avancer seul avec le docteur. Je pense que c'est un peu comme ça que j'ai envie de le résumer. C'est le docteur dans sa structure, avec l'industriel et les bons services. Et alors, est-ce que vous ne pensez pas, l'un et l'autre, de votre prisme, que du coup, mieux expliquer ce qu'est l'exercice d'être investigateur dans une étude, et ce, depuis le plus jeune âge, interne, chef de clinique, docteur junior, assistant, jeune PH, jeune libéral, définir les droits et les devoirs, ce qu'on est en droit d'attendre, comment est-ce qu'on devient investigateur, est-ce que c'est un travail complémentaire, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être dans un module, dans un DU, dans un diplôme universitaire, est-ce que c'est pas quelque chose qui s'apprend, parce qu'on a l'impression qu'en fait, sur le terrain, très concrètement, c'est fait de hasard, de chance. Tiens, j'étais dans le couloir, l'entreprise X est venue et du coup, c'est sur moi que c'est tombé. On n'a pas toujours un patron qui redistribue ou lui-même n'a même pas la sensation qu'il doit le faire. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il manque quelque chose pour que on ait un esprit innovant quand on est médecin? Je vous laisse commencer. Alors déjà, je suis content de savoir qu'on sait que Ramsay est une organisation centralisée. Parce qu'en effet, on n'est pas souvent contacté directement par les industriels. On a des industriels qui nous contactent, qui ont fini par nous identifier, mais c'est bien sûr par le médecin que la plupart du temps, le projet arrive. C'est vraiment, voilà. Après, dans un groupe comme le nôtre où il y a 7000 médecins, il y en a qui nous connaissent, il y en a qui nous connaissent moins bien, puis ceux qui nous connaissent disent on va quand même vérifier avec la direction. Mais en fait, on ne peut pas, on n'a pas les moyens, et puis on n'a pas eu le souhait non plus de verrouiller avec un guichet unique, comme peuvent le faire les hôpitaux en disant « Ok, moi je veux bien prendre le projet, mais il va falloir passer par la DRCI. Il faut leur accord. » Donc ça, on a un peu déverrouillé. Bon, en revanche, il est vrai, c'est clair, avec les industriels de différents niveaux. Là, on est sur quand même un gros industriel qui est proche des méthodes des laboratoires pharmaceutiques, donc très rigoureux, très carré, connaissant bien la législation, et que le problème dans le dispositif médical, c'est qu'il y a beaucoup de petites sociétés qui ne connaissent pas la législation et qui confondent. Vous allez faire un test avec un essai clinique. Et là, c'est tout un problème parce que les praticiens y vont, ne connaissant pas forcément la législation, la réglementation sur les essais cliniques, et on se retrouve dans des situations où nous, on est en train d'essayer de rattraper les choses en disant attention, là, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc pour rebondir sur ce que j'évoque, il y a un besoin de faire créer plus de maturité sur la conscience d'être investigateur, de ce que ça représente pour un médecin, qu'il le prenne ensuite ce parti ou qu'ils ne le prennent pas. Alors c'est pour ça que nous on a mis en place une formation certifiante sur les bonnes pratiques en recherche clinique, parce que clairement, je suis médecin de formation aussi, j'ai vécu dans les hôpitaux, j'ai de la famille dans les hôpitaux qui fait des études. La connaissance de la législation par les médecins, et notamment depuis la loi Jardé, les différentes lois mises en place, etc., le RGPD, j'en parle même pas, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe, ils ne le connaissent pas, ils partent de façon très naturelle sur leur essai. Et de temps en temps, heureusement, on a des attachés de recherche clinique maintenant aussi dans nos établissements qui nous signalent qu'il faudrait peut-être échanger pour qu'on reprenne les choses selon la réglementation. Des praticiens, on leur dit, mais il va falloir faire une petite déclaration à la CNIL. Quoi ? Mais c'est ma base de données, c'est mes consultations. Non, il y a des obligations légales et il faut les suivre. Donc du coup, on a mis en place ces éléments sur le réglementaire, mais aussi bien sûr sur les bonnes pratiques en recherche clinique pour que
ils aient la définition de qu'est-ce qu'un promoteur, parce que des fois ils sortent Absolument. toujours, et qu'est-ce qu'un investigateur coordonnateur, et surtout leur responsabilité civile et pénale. Donc indépendamment d'une étude, c'est une formation indépendante de la mise en place d'une étude, ou c'est à chaque fois qu'il y a une étude, il y a cette information. Alors, c'est des formations qu'on a mis en place le samedi matin, on les appelle les samedis matins de la DRE, pour qui veut se former, parce qu'on ne peut pas les obliger non plus. Mais on a en e-learning sur un site, notre plateforme quelque part, cette formation aussi. Et quand un médecin se met dans un essai clinique, on l'incite à le faire. D'autant plus que les industriels demandent à que les médecins, quand c'est des industriels de niveau important, demandent qu'ils aient ce certificat de formation bonne pratique en recherche clinique. Je rappelle que c'est quand même un certificat qui doit être renouvelé tous les 2 ans. Donc quand vous expliquez ça aux médecins, aux internes, aux docteurs juniors, ah, mais non, je sais. Ben non, il faut se reformer tous les 2 ans. Laurence? Alors, pourquoi je voulais vous laisser parler? Parce que, alors, je rappelle déjà quand même que l'industriel n'a pas le droit de parler à tout étudiant en médecine. Oui. Hein. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est en cours depuis pas si Y longtemps. compris interne. Et y compris interne, par rapport au point qui était discuté tout à l'heure, parce que nous ne sommes pas vus comme les acteurs de confiance. Voilà. Et y compris docteur junior. Je précise tout pour que ce soit très clair, parce qu'il n'y a Exactement. pas d'ambiguïté. Interne, docteur junior, pareil. Exactement. Alors, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce que je ne peux être que d'accord avec toi. Le métier de docteur, c'est pas uniquement de soigner le patient, et surtout pour ceux qui ont envie d'aller au-delà. Donc je pense que les enjeux de demain, c'est comment est-ce qu'on apprend à travailler en équipe, comment est-ce qu'on apprend à toujours être au courant, comment est-ce qu'on anticipe, et c'est valable pour les médecins, mais comme pour d'autres métiers, comment est-ce qu'on va même anticiper l'évolution qu'on a envie de donner à son métier dans les années à venir? Tu as un exemple parfait, je suis sûre que beaucoup de gens s'inspirent de ce que tu fais au quotidien. Il n'y a pas de chose mal, il n'y a pas de chose bien, mais en tout cas, il faut être bien outillé, j'allais dire, pour pouvoir faire ses choix. Donc je pense qu'en effet, là, le module que tu fais, je suis sûre que tu vas en faire sur d'autres sujets, ils sont, moi, très utiles pour déjà donner un minimum de vernis, de se dire, ah, tiens, si j'ai envie d'être dans le privé, d'être dans le public, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai envie de faire des études cliniques, est-ce que je peux le faire dans l'un? Est-ce que je peux le faire dans l'autre? Comment est-ce qu'il faut que je me renseigne? Ça, c'est valable pour les médecins, et c'est aussi valable pour les industriels. C'est pour ça que j'insistais sur ma casquette du SNITEM. Je pense que c'est... Alors évidemment, il y a des groupes, et je suis plutôt quelqu'un qui fait du corporate, même si je suis quand même investie dans le monde des startups. C'est pour ça que le SNITEM aussi, il existe en fait. Il existe. Je pense que tous ces... Pour rappeler, voilà, justement, c'est le plus jeune, syndicat en fait du dispositif médical, et on va avoir des équipes qui vont pouvoir aider des plus petites sociétés. Donc on peut tout à fait imaginer qu'une petite société qui a envie de faire une étude clinique, eh bien, revienne vers le SNITEM en disant où est-ce que je peux me former, comment est-ce que je peux me former, comment est-ce que je peux être sûr que tout ce que je vais faire, je sache cocher en fait toutes les cases. Pour évidemment pas mettre en danger les médecins aussi avec qui je vais travailler, et l'autre côté est très important aussi. Voilà. Donc la loi est de plus en plus restrictive en France. Je pense qu'en effet, on doit tous mener nos propres batailles pour être certains et certaines de continuer à emmener justement et à pouvoir faire de l'innovation en France, pouvoir faire des études cliniques, être reconnus de ce point de vue-là, parce que la France, on a quand même vu immerger un maximum d'innovation. Il ne faudrait pas que ce ne soit pas le cas dans les années futures. Donc il y a eu des bonnes choses de mise en place, comme le contrat unique. Et je pense que la formation, ça reste un axe indispensable. Alors, puisque je pense qu'il n'y a plus justement de possibilités à cause de la loi ou de l'évolution de la loi, en tout cas de contact direct avec les internes et les docteurs juniors, mais que c'est pourtant la période où les idées se forment, les idées de ce que c'est d'être médecin, de ce que c'est de la manière dont on a envie soi-même d'être médecin, parce qu'on n'a pas forcément envie de faire de la recherche. Je pense qu'un module où les journées de l'industrie ou les journées des investigateurs de façon nationale est quelque chose multicasquette, avec différentes DRCI, publiques, privées, différentes industrielles qui pourraient naître, parce que je suis sûr qu'il y aurait un intérêt et un bagage de formation extrêmement important. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Sur ce point, ouais. Je voudrais juste rajouter, je pense que c'est doublement important parce que les études de médecine, et comme vous le disiez, on a tous des médecins dans nos familles, j'en ai même moi qui sont étudiants, on fait croire que c'est un métier individualiste, alors que je pense qu'il n'y a plus de métier qui est individualiste. Il faut savoir travailler ensemble et toujours apprendre. Ouais. Et ça, je pense qu'il faut essayer que ça soit dans la tête de nos étudiants le plus tôt
possible. Je suis d'accord, mais comme je l'ai évoqué hier, en fait, c'est un vieux métier, médecin, avec du coup une image d'Épinal très poussiéreuse, qui a énormément d'avantages. Elle attire énormément de gens. On le voit, les premières années sont remplies à ras-bord, sur probablement des idées préconçues de ce que c'est que l'exercice médical, surtout au XXIe siècle, et qu'il est probablement temps d'essayer de rafraîchir l'image de ce que c'est qu'un médecin qui doit gérer de la donnée, gérer des équipes, gérer des services, avoir son niveau de responsabilité, peut-être moins de technique elle-même qu'il n'en avait avant, et puis savoir utiliser des outils pour de l'aide à la décision ou de l'aide à la pratique clinique. C'est ça le médecin aujourd'hui, et c'est pas Asganarelle avec le chapeau noir et la grande cape, même si la théâtralisation reste un élément important, car la relation avec le patient s'exprime toujours par la parole. Juste un dernier point, juste pour avoir un regard plus international, vous l'avez évoqué tout à l'heure, des différences qui pouvaient exister entre la France et puis d'autres pays en Europe ou autres, par votre expérience. Ramsay, je crois, est aussi un groupe européen et international même. Donc je ne sais pas si votre fonction, elle est internationale ou elle est juste française, pour ce qui vous concerne. Nous, on n'est que sur la France. D'accord. Mais on est en train de monter un comité de pilotage international. Donc du coup, ma question, c'est sommes-nous différents des autres ? C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une législation qui se renforce, un accès à l'innovation qui est de plus en plus contrôlé, qui du coup nous restreint à des limites. On a cette sensation notamment sur les jeunes. Est-ce que dans les pays européens, est-ce que aux États-Unis, si vous en avez cette expérience, la pénétration de l'innovation, l'accès à devenir investigateur est plus difficile ou est plus simple qu'en France ? Alors, j'allais dire que il n'y a jamais rien de vrai. On se rappelle de ces moments où toutes les sociétés venaient faire leurs études oui, en Europe parce que c'était plus facile d'avoir le marquage CE que la FDA. Les années passées nous ont montré que c'était souvent plus facile et plus rapide d'aller déjà sur le territoire américain avant d'aller sur le territoire européen, par exemple. Je pense qu'au final, il y a des règles. Et c'est important qu'il y ait des règles extrêmement strictes en termes d'études cliniques. Et ça, je pense qu'il faut qu'on en soit tous convaincus. Il faut surtout les connaître. Et il faut peut-être, par rapport à ce que vous disiez, pas se mettre en difficulté. C'est-à-dire avoir des règles que les gens comprennent et qu'on peut mettre en place, en fait. Et je pense que moi, je suis plus intéressée par le suivi et faire remonter, en fait, ce qui marche pas. C'est pour ça que j'aime aussi et que, j'allais dire, je mets du temps dans le SNITEM parce que c'est aussi un des rôles, en fait, de ce type d'organisation en disant, attention, par exemple, sur cet axe-là, on est en train d'affaiblir complètement notre potentiel d'innovation en France si on ne fait pas quelque chose. Voilà. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas vrai demain, je le redis. Donc, je pense qu'on peut faire des études cliniques partout, il faut juste bien les faire. Il faut que nos médecins soient convaincus que c'est utile. Okay, donc, de votre point de vue, la France n'est pas... On a tous le patient. Voilà, la France n'est pas à blâmer par rapport à d'autres pays. Et Stéphane ? Alors, sur la réglementation, c'est vrai qu'on a peut-être une phobie administrative au niveau médical assez rapidement, et que dès qu'on voit des lois sortent, on dit c'est compliqué. Non. Si on a un bon accompagnement, et nous c'est ce qu'on essaye de faire, en fait les passages se font assez vite, et globalement, une fois que c'est structuré, je dirais que la législation n'est pas si gênante que ça en France, elle est quand même là pour protéger les patients, et par rapport à d'autres pays, il ne faut peut-être pas l'oublier, c'est peut-être plus déontologique. Après, je dirais qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'un essai clinique, c'est des patients, c'est des inclusions. Les inclusions, c'est des patients. Et qu'il faut avoir l'accord du patient. Et que peut-être le recul qu'on a en Europe par rapport à d'autres pays, et notamment en France, c'est peut-être parce qu'il y a moins de volontaires, parce que c'est ce qu'on note, c'est qu'aujourd'hui, le nombre de patients qui acceptent de rentrer dans les essais cliniques, c'est plus difficile en France. C'est beaucoup plus difficile. Alors, comme par hasard, quand on prend 50% des études industrielles faites en France sont sur la cancérologie. On voit très bien pourquoi, c'est parce que c'est des traitements novateur, c'est l'accès aux traitements novateurs et un peu le traitement de la dernière chance, il faut le dire aussi, quand tout a été épuisé sur les références. Vous prenez l'Afrique du Sud, je crois que l'Afrique du Sud, si je ne me trompe pas, je ne suis pas très très bon en géographie, mais c'est une vingtaine de millions d'habitants, ils incluent dans les essais cliniques autant que la France. Mais pour toute une frange de la population en Afrique du Sud, c'est un accès aux soins gratuit. Et c'est pour ça qu'ils sont... Aujourd'hui en France, les patients sont moins volontaires. Tous les petits scandales qu'il y a eu en France, qui étaient des problèmes, qui ont posé des problèmes, mais qui ont été bien sûr très portés au niveau de la presse, des médias, etc. Aujourd'hui, on a un nombre de patients qui disent « mais moi, je ne veux pas être un cobaye ».
même pour des choses qui sont assez anodines. Donc, il y a la législation qui peut freiner, mais je trouve que quand on est bien organisé, ça passe. Mais en fait, il ne faut pas oublier que l'essai clinique, à la base, c'est le patient. Ok. Donc on en revient à un contrat de confiance extrêmement important. Peut-être le mot de la fin. Confiance entre l'industriel et les médecins et les directions qui portent ou qui permettent les innovations au sein des établissements. Et confiance entre évidemment le patient, le médecin, qui va devoir de toute façon générer cette confiance pour lui apporter un traitement et lui dire qu'il y a peut-être un traitement innovant qu'il pourrait essayer dans le cadre d'une étude complémentaire. Donc finalement, son métier, c'est d'être alerte par rapport à toutes les technologies. Et du coup, peut-être le mot final, c'est un fort besoin de formation ou d'information chez les médecins pour bien comprendre ce que c'est que le périmètre de l'investigation, des droits et devoirs, sur des études, sur des journées que peut-être on pourrait créer un jour prochainement ou dans un diplôme universitaire qui, à mon avis, aurait tout son sens. Stéphane ? J'ai l'impression, si je me bien suivi les études dans la famille, c'est qu'il n'y a pas de formation pour les médecins pendant leurs études sur les essais cliniques. Ils se forment dans les services avec des KOL, avec des chefs de service, etc., qui ne maîtrisent pas forcément totalement, exactement, même s'ils sont de grands patrons. Et c'est dommage, parce que c'est vrai qu'ils auraient peut-être plus d'appétence à le faire en étant formés, parce qu'ils se sentiraient plus en sécurité. Et puis surtout, ça leur permettrait de, dès le départ, dire il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je ne peux pas faire, et ça c'est hyper important. Parce que c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir la méconnaissance au départ de la législation, et je dirais que pourquoi la loi Jardé ne fait pas partie de l'enseignement en médecine. Oui, je comprends, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses en fait dans l'enseignement en médecine. Moi j'aurais envie de conclure par... je suis absolument convaincue qu'il faut travailler ensemble et que pour ça la confiance est indispensable et que si on n'y arrive pas, on met le patient en danger. Et comme on a tous ce point commun, c'est de soigner les personnes, qu'on soit médecin ou industriel, il faut tous qu'à un moment on prenne notre courage de main pour faire changer ce qui doit être changé. Et donc merci d'avoir organisé cette table ronde. Merci Laurence, merci Stéphane. Merci beaucoup. Je remercie aussi la Softcote et puis bien sûr le professeur Boisgard qui était présent avec nous et donne rendez-vous cet après-midi pour une prochaine conférence sur l'installation, le parcours point par point, l'installation libérale. Merci à tous. Merci. Merci.